Au départ, il y a souvent une belle histoire d'amour, passionnée et exclusive. Impossible de se passer l'un de l'autre, ni d'exister sans lui. Adriana est folle amoureuse d'un jeune homme qu'elle ne voit qu'une fois par semaine. Elle souffre de son absence, mais elle ne vit que pour lui, que par lui. Je mange, je pense à mon copain. Je dors, je pense à mon copain. Tout ce que je fais, je pense à mon copain. Une dépendance amoureuse qui pourrait rapidement tourner à l'emprise psychologique. C'est le cas de Stéphanie, 43 ans. Pour elle, l'amour est même devenu un enfer. Pendant 17 ans, elle a été la compagne d'un homme qu'elle décrit comme étant un pervers narcissique. Moi, je pensais être suffisamment de nouveau forte pour ne pas retomber dans ses griffes. Mais c'était faux, comme je dis, quand on est sous emprise, c'est comme une drogue. Marilyn, elle, dit avoir réussi à se libérer de l'emprise de son mari. Elle a en tout cas refait sa vie. Malgré tout, selon elle, son ex-conjoint ne cesse de la harceler. Le mot qui a été ancré en moi pendant toutes ces années, c'est « Tu n'es qu'une sous-merde, sans moi, tu ne serais rien ». Comment s'instaure la mainmise de l'un sur l'autre? Pourquoi certaines personnes acceptent tout de leur conjoint? Nous avons suivi 3 femmes, ou comment l'amour peut devenir une prison. Ah, bébé! 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 Des heures à crier son amour, Je t'aime fort! à guetter le moindre geste de son homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime! La main que l'on perçoit derrière les barreaux, c'est celle du fiancé d'Adriana. Il s'appelle Nicolas, il a 21 ans. Il a été condamné à 11 mois de prison ferme pour cambriolage et usage de stupéfiants. Même s'ils sont séparés depuis des mois, Adriana est plus que jamais amoureuse. Bébé, tu me manques! Elle vient au moins une fois par semaine lui rendre visite. Les personnes qui habitent la résidence en face ont l'habitude de la voir. Et souvent, je le vois vers 18h, 19h, des fois 22h. Il vient crier là, « Je t'aime, je t'aime ». Ça me fait pitié, hein. Ça, c'est l'amour. Ça... Bébé, je t'aime! Je pense plus à mon copain qu'à moi, je pense plus à sa vie qu'à moi, ça c'est sûr. Vous vous oubliez pas un peu? Je pense que je m'oublie un peu dans cette épreuve, ouais. Je suis désolée. Adriana s'est fâchée avec tout le monde. Ses parents et ses amis lui ont tourné le dos depuis la condamnation de Nicolas. Mais elle continue à le défendre contre l'avis de son entourage. Ils me jugent parce que mon copain il est en prison et ils font des préjugés. C'est mon copain qui a fait des bêtises, mais c'est moi aussi qui paye quoi, au final. Rejetée par sa famille, Adriana s'est installée chez les parents de Nicolas. Mais ils n'ont pas souhaité recevoir notre caméra. C'est dans une chambre d'hôtel qu'elle nous raconte son histoire. Dans cette pochette, les photos de son homme qu'elle transporte partout avec elle. Elle a rencontré Nicolas, son premier amour, à l'âge de 14 ans. Mais au bout de 4 ans, Nicolas tombe dans la drogue et leur relation se complique. Moi, je fume pas, je bois pas et je suis contre la drogue. Donc moi, j'arrêtais pas de lui dire, arrête de faire ça t'apportera rien de bien dans la vie, c'est pas ça la vie. Donc du coup, lui, il s'en foutait un peu parce qu'il était à fond dedans. Donc, Pour pouvoir acheter sa drogue, Nicolas fait plusieurs cambriolages dans leur village, sans lui en parler. Un jour, les gendarmes viennent l'arrêter. Quand elle apprend la vérité, Adriana ne comprend pas pourquoi il lui a menti. je l'ai ressenti comme quoi il m'avait pas tout dit. J'avais l'impression qu'il me mentait sur toute la longueur et moi je pensais vraiment qu'il allait tout me dire parce que le dimanche soir, je l'ai eu au téléphone à 9h et dans la nuit de dimanche à lundi, il a fait un cambriolage et moi j'étais pas au courant. Et ça pourtant j'étais au téléphone avec lui, il aurait pu me dire tu peux me donner de l'argent ou quoi que ce soit. Il m'a rien dit de tout ça et je l'ai su quand j'étais au travail donc j'ai pas trouvé ça bien de sa part quoi.
Mais C'est un peu après, une trahison. voilà. Pour moi, c'était entre guillemets une trahison, ouais. Et vous êtes posé la question de le laisser? Non, je me suis dit, même s'il est en prison, c'est hors de question que je le laisse, ça c'est sûr. Je soutiendrai jusqu'à la fin, ça c'est clair et net. En prison, Nicolas lui écrit des lettres d'amour comme elle n'en avait jamais reçu. C'est un paradoxe. Depuis qu'il est incarcéré, son homme est tout à elle. Alors je t'écris depuis ma cellule du quartier arrivant. Je m'en veux terriblement de ne pas avoir écouté tes conseils. Voilà où je suis maintenant. Tu peux même pas t'imaginer comment tu me manques, comment je regrette ce que j'ai fait, mon amour. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Bébé, je te jure, je touche plus à cette merde de drogue. Même quand je sortirai, je te le promets. Adriana vit au rythme de ses courriers, de ses coups de fil, 3 fois par semaine. Aujourd'hui, il doit l'appeler entre 16h et 17h. Elle attend ce moment avec impatience. Putain, il appelle pas. Putain, ça m'inquiète, cette connerie. Tout le temps comme ça. Ça m'inquiète qu'il m'appelle pas, ça c'est sûr. Si ça se trouve, il s'est battu, il a fait une bêtise et qu'il l'a mis au mitard, tout simplement. Ce soir-là, il n'a pas appelé, elle ne sait pas pourquoi. Mais vivre dans l'angoisse ne dissuade pas Adriana. Au contraire, cela la motive à s'engager toujours plus. Le lendemain matin, Adriana est de retour dans le village où ils ont grandi. C'est ici que Nicolas aurait commis plusieurs cambriolages avant son incarcération. Alors quand elle sort, elle rase les murs. Ce matin, elle a rendez-vous chez un ami tatoueur. Bonjour. Là, ici, on te remet ton initiale, et puis après, je peux reprendre un petit motif qui aura la forme d'un cœur, parce que tu tiens absolument à ça. Oui. Allez, Miss. Il y a un an, En piste. Adriana s'est déjà fait tatouer le prénom de son amoureux. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant. D'habitude, on va faire un- Elle veut ajouter ses propres initiales à côté, dans un petit cœur. Ah, ça fait mal. Non, il n'y a rien. Elle n'a que 21 ans et elle fait le choix de marquer sa peau à vie. Une souffrance qu'elle surmonte avec le sourire. Ça fait mal là. Il y a les tendons, donc c'est normal que ça fasse un peu. Le tatoueur connaît Nicolas depuis des années. Ça fait trop mal. Voilà, ok, ça on est très bien. Je l'ai vu grandir, ouais. Je l'ai vu un peu changer aussi, quoi. On sent que c'est plus agressif, plus dans le... C'est un peu une autre personne, quoi. Il était déjà un petit peu excité. Dans le village, il a fait comme un sacré paquet de boulettes, et je comprends que les gens lui en veulent franchement. Parce qu'après, je pense qu'il y aura la sortie aussi, hein. C'est ça aussi le problème, c'est qu'après quand on ressort, les tentations sont là, et puis... Je soutiendrai jusqu'à la fin, quoi. Ah, c'est rare quand même de dire ça, hein. Jusqu'à la fin, quoi. Il y a un côté un peu extrême. On dirait même que vous l'aimez plus en prison qu'avant. Bah avant, oui, parce qu'on se prenait la tête. Il prenait sa drogue et on faisait tout et n'importe quoi parce que monsieur était sous l'emprise de la drogue. Donc, et là, maintenant qu'il est coupé de la drogue de tout le monde, et ça, c'est sûr, il a changé mentalement et psychologiquement, quoi. Ça, c'est plus le même Nicolas que j'ai vu avant, quoi. Pour préparer la sortie de prison de Nicolas, Adriana cherche du travail. Aujourd'hui, elle se rend à un entretien pour devenir caissière à l'hypermarché local. Un emploi pour trouver un appartement et subvenir aux besoins de son homme. Mais ce matin, elle flanche. C'est compliqué de tout faire tout seul, quoi. D'être pas soutenu par personne, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ce travail, c'est important. Bah, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, pas d'appartement. Parce que quand il sort, c'est sûr, je veux qu'il soit bien, quoi. Je veux pas qu'il retourne comme avant, ça c'est clair, quoi. Le rendez-vous se fait sans caméra. Adriana ne veut pas que son employeur connaisse son histoire. L'entretien s'est bien passé. Elle est engagée pour 6 mois et va pouvoir chercher un appartement. Mais reste un problème lié à Nicolas. Pour pouvoir lui rendre visite en prison, elle va devoir changer son emploi du temps. Je vais essayer de voir pour... déjà là, j'ai le lundi de repos, donc je vais essayer de voir si je peux pas décaler le jour de repos au jeudi ou au mercredi pour aller voir au parloir, quoi. Parce que les lundis, on n'a pas le droit au parloir, donc faut que je m'arrange tout ça. Une femme prête à tout par amour. Mais la dépendance amoureuse peut être très dangereuse. Dans l'est de la France, une femme, tombée sous l'emprise de son conjoint, a même failli mourir.
Stéphanie a 43 ans. Elle vit seule avec ses 2 fils. Avec leur père, elle dit avoir vécu une histoire d'amour qui l'a traumatisée. Quand nous l'avons rencontrée, elle avait quitté cet homme depuis 3 ans. Mais aujourd'hui encore, chaque geste du quotidien, comme préparer un repas, la replonge dans cette relation. C'est un plaisir de faire manger? Non. Absolument pas. Non, non. C'est pas un plaisir. C'est une obligation. Pendant 20 ans, j'ai passé ma vie dans une cuisine, quoi. C'était un échappatoire aussi, parce que c'était une pièce où monsieur ne venait pas, ou rarement. Donc j'y étais quelque part un peu plus à l'abri pour éviter de le croiser. C'était du style, il n'aimait pas quelque chose. C'est quoi de ta merde? J'en veux pas, je boufferai pas ça. Il prenait l'assiette, poubelle. Puis tu venais de préparer tout un après-midi, poubelle. Et il me disait, j'ai faim maintenant. Pendant 17 ans, Stéphanie a vécu avec un homme qu'elle décrit comme un pervers narcissique. C'est-à-dire un manipulateur qui prend du plaisir à rabaisser son conjoint. C'est ce que décrit une expertise psychologique du compagnon de Stéphanie, réalisée il y a 3 ans lorsqu'elle a porté plainte contre lui. D'après les médecins, son narcissisme excessif peut le conduire à utiliser les faiblesses de l'autre pour mieux se rehausser. Il peut être capable de l'exploiter sans culpabilité. Ce qu'il a pu faire, et que j'ai défini comme étant être un manipulateur pervers narcissique, que ça revienne confirmé par un expert complètement indépendant, bien évidemment que ça me rassure. On est dans une histoire où c'est une parole contre une autre. Donc, et moi, comme je l'ai décrit, malheureusement, il n'y a que moi qui l'ai vu, qui l'ai vécu. Elle nous raconte que leur histoire commence un samedi soir de 1992, en boîte de nuit. À l'époque, Stéphanie est une jeune mère célibataire de 21 ans, en quête d'affection. Lui a 26 ans, il est sportif. Elle le trouve beau et rassurant. Elle travaille dans le café de ses parents. Lui est cadre supérieur dans une PME de la région. Coup de foudre, fusionnel, passionné. Je pense que de là, on ne s'est plus jamais quittés. Ils s'installent ensemble, mais à l'entendre, au bout de 6 mois, les premières crises de jalousie surviennent. Mais c'était quoi les mots? Arrête de te conduire comme une pute, arrête de te conduire comme une salope, t'as vu comment t'es sapé, non mais c'est tout et n'importe quoi. Et puis à côté de ça, dès que je voulais m'habiller pour lui faire plaisir, c'est ça, tu vas traîner les rues. On sait plus comment faire, on sait plus... on sait plus sur quel pied danser. Dès la 2e année de vie commune, Stéphanie explique qu'elle ne sort plus de chez elle, de peur de croiser quelqu'un et de déclencher des crises de jalousie, toujours suivies d'excuses. Puis il revenait gentil, il revenait avec des excuses, toute sa gentillesse, qu'effectivement, il est extrêmement jaloux, mais c'est parce qu'il m'aimait. Donc chaque fois, il arrivait à me raccrocher à lui, quoi. Puis j'oubliais pas que je l'aimais, donc de toute façon, et puis que je l'aimais énormément. Donc pour moi, c'était déjà à l'époque-là l'homme de ma vie. Elle nous dit les reproches, les mots humiliants, les insultes se répètent, deviennent quotidiennes et lui font l'effet d'un lavage de cerveau. Ils finiront par porter atteinte à l'image que Stéphanie se fait d'elle-même. J'en étais arrivée à penser que ce qu'il me reprochait était réel, donc oui, on perd toute estime de soi, toute confiance en soi, en plus on se culpabilise. 3 ans après leur séparation, Stéphanie a repris confiance en elle pour oser sortir dans la rue. Mais elle s'interdit toujours une partie de la ville. On arrive là, ma limite territoriale spinalienne. C'est quoi votre limite? La Moselle est ce pont, que je ne passe jamais. Lorsqu'elle est seule, Stéphanie a peur de traverser ce pont, vers la partie de la ville où habite son ex-conjoint. Si elle s'en approche, l'angoisse monte. Cœur qui bat, l'estomac qui vient de se nouer. Donc là, ça veut dire, je pense qu'il va me falloir quelques heures pour que ça se remette avant de pouvoir ingérer quoi que ce soit. Et c'est tout de suite, voilà quoi. Physiquement relativement violent.
Selon elle, Stéphanie a mis plusieurs années à comprendre que son compagnon était un pervers. Le déclic a eu lieu en 1999, lors de la naissance de leur second enfant. Elle nous relate comment ce jour-là, son ex-compagnon va lui gâcher ce moment de bonheur. Quand il est né, il l'a regardé et il m'a dit « il n'est pas de moi ». Je l'avais encore sous le ventre. Hein. Donc, voilà, comment on peut gâcher, enfin, comment on peut... Il vous a dit ça froidement? Oui. Il ne se voyait pas de ressemblance. Puis tout de suite, il a plombé tout ce qui était magnifique, quoi. Donc après, c'était à chaque fois qu'il venait à la clinique, je passais mon temps à essayer de le convaincre qu'il se trompait. Pourquoi vous n'êtes pas parti à un moment? Pourquoi je ne suis pas partie? Moi, je pensais pouvoir tenir, être suffisamment de nouveau forte pour ne pas retomber dans ses griffes. Mais c'était faux, comme je dis, quand on est sous emprise, c'est comme une drogue. Tel Dr Jekyll et Mr Hyde, son compagnon paraît avoir deux visages. Charmant à l'extérieur, il semble odieux à la maison. Leur entourage ne se doute de rien. Stéphanie s'est coupée de ses amis et ne reçoit chez elle que les collègues de son mari et leurs épouses. Parmi elles, Christelle qui n'a rien deviné. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose dans ce couple? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était un couple modèle. C'était quelqu'un de... Lui était quelqu'un de très très agréable. Honnêtement, jamais à aucun moment j'aurais pu m'en rendre compte. C'est voilà quoi. Je vais chez des amis, rien n'apparaissait, strictement rien n'apparaissait. Depuis, Christelle est devenue une amie très proche. Et c'est seulement avec elle que Stéphanie accepte de retourner devant son ancienne maison. Je reviens jamais, quoi. C'est la première fois que je me reconfronte à la maison en elle-même. C'était ma prison dorée. Comme je disais, j'en sortais pas. J'en sortais jamais. C'était très rare que je passe le portail autrement que pour aller travailler, quoi. Quand je regarde les fenêtres, je me dis qu'il n'y a pas une pièce où il n'y a pas de l'horreur derrière, quoi. Pas une. Là, c'est un peu dur. Je suis désolée. Après des années de violences verbales qu'elle aurait subies sans répliquer, son compagnon aurait franchi une étape. Il l'aurait maltraitée. Sur un coup de colère, ils m'ont enfermé dans la cave, en plein hiver, où ils m'empêchaient de remonter, mais m'empêchaient de rentrer, ou alors quand j'arrivais à me sortir ou à fuir dehors, des fois en simple pyjama, pieds nus, par temps de neige, j'allais me cacher. Mais des fois, bien souvent pour aller me cacher, mais quand je revenais, la porte était fermée, quoi. Et ça, c'était quoi? C'était une punition? Je pense que c'était une manière, c'était une punition, puis une manière d'instaurer la peur aussi, hein. Dépression, tentative de suicide, elle tombe dans la spirale des anxiolytiques. Elle devient même anorexique. En 2006, elle passe plusieurs week-ends à l'hôpital. Et puis donc on plonge, quoi. On se dit malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à... C'est que franchement, je me remettais systématiquement la faute sur moi, quoi. Ça lui permettait une fois de plus de pouvoir me dire « Bah tu vois, je te l'avais dit, t'es nul, je vais te prendre des cachets. » Enfin bref, c'était sans cesse, quoi. À l'hôpital, elle voit un psychologue. Après 6 mois de séjour régulier, elle se convainc que sa relation est en train de la détruire. Elle demande la séparation. Mais il semblerait que son compagnon ne supporte pas que Stéphanie parte. Il serait allé jusqu'à la poursuivre sur son lieu de travail. Stéphanie est employée dans une entreprise de construction où elle est secrétaire de direction. Souvent seule, le patron et les employés étant sur les chantiers. Travailler ici, c'était son refuge.
Petite question, le devis de il a été fait? T'auras fini pour midi? D'accord, donc là vous allez arriver. Bon, ben plus tard, Jean-Louis. Un jour, après l'annonce de la séparation, son compagnon aurait débarqué dans son bureau et l'aurait agressé. J'ai reçu un choc par l'arrière. J'arrive pas à dire si c'est une claque ou une... Enfin, c'était très violent. Et en tombant, ma jambe a heurté le photocopieur. Il a tenté d'accéder à mon sexe avec sa main pour voir si j'avais eu un rapport quelconque, etc. etc. Je me suis défendue, j'ai essayé de prendre le téléphone pour appeler la police en sa présence, seulement il avait beaucoup plus de force que moi, puis comme j'étais complètement groggy, il a récupéré les téléphones. Là, c'était de nouveau des insultes, des menaces de mort, mes enfants, mes parents, il tuerait tout le monde, qu'il n'avait plus rien à perdre. J'étais dans une frayeur effroyable aussi, oui. Ouais. Stéphanie se rend chez son médecin traitant. Ce médecin l'a vue en consultation 25 fois en 1 an. Et ce jour-là, c'est elle qui va la pousser à se libérer définitivement de l'emprise de son conjoint. Quand Stéphanie arrive, elle est couverte d'hématomes et de plaies. Le diagnostic est accablant. C'était assez impressionnant parce que je me souviendrai toujours qu'elle avait le visage déformé. Et donc là, j'ai demandé à ma secrétaire de mettre fin à ma consultation, de rappeler mes patients, de décaler soit avec mes collègues, soit de les prévenir que je serais en retard. Et on a pris mon véhicule, on est à la police. Avec l'appui du médecin, Stéphanie trouve le courage de porter plainte, un acte qu'elle était incapable de faire seule. Quand on voit tout ce qu'il a fallu qu'il se passe pour qu'elle amorce une démarche de défense, il s'est déjà passé 2 ans et demi de harcèlement sous toutes ses formes, parce que c'était pas forcément physique au départ, où elle arrivait à verbaliser le problème, mais où elle n'arrivait absolument pas à passer le cap. Et moi, je me souviens que même au départ, elle était presque dans sa défense, parce qu'elle se dépréciait tellement que c'était à la limite elle qui était responsable de tout, et c'est parce qu'elle a été une mauvaise personne, pas comme ci, pas comme ça, qu'il l'a frappée ou qu'il l'a rabaissée, et du coup, elle gobait. Et elle se laissait faire. Donc Stéphanie, sans ce docteur, il n'y aurait pas eu le passage à l'acte de porter plainte? Peut-être pas ce jour-là, encore pas ce jour-là, et je pense que j'aurais préféré disparaître. Ouais, je voyais pas l'issue, plus d'autres issues. Donc, le meurtre parfait, quoi. Qui on pourrait, oui, voilà, m'aurait poussé à l'acte final, quoi. L'acte final, autrement dit le suicide. Oui, merci. Merci, docteur. Le jour de l'agression, quand elle se rend au commissariat, Stéphanie relate ce qu'elle a vécu aux policiers. Elle porte plainte pour les violences subies à son travail. Le compagnon de Stéphanie est placé en garde à vue. Sur ces extraits de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, il nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Il réfutait toute violence, tout juste admettait-il avoir parfois dû contenir Stéphanie lors de ses crises d'hystérie. Concernant la dernière agression sur son lieu de travail, il déclare: Celle-ci s'était alors jetée seule sur un photocopieur afin de provoquer des blessures dans le but de l'accusé. 3 ans après la plainte, l'ex-compagnon de Stéphanie est mis en examen pour plusieurs actes de violence par concubin, viol et agression sexuelle, menaces ou actes d'intimidation, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort. Aujourd'hui, Stéphanie est beaucoup plus marquée par les violences psychologiques que par les agressions physiques qu'elle aurait subies. La violence psychologique a fait beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus. Je crois que les mots m'ont fait beaucoup plus de mal que les coups. C'est pas je crois, je suis certaine. Ce qui m'a fait accepter les violences physiques, c'est justement les violences psychologiques destructrices qui m'ont amenée dans un état d'impossible je ne pouvais plus réagir. L'homme décrit par Stéphanie a, d'après l'expertise psychologique effectuée lors de la garde à vue, tous les traits d'un pervers narcissique. Nous avons voulu en savoir plus sur ce qu'on appelle les PN. Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, travaille depuis de longues années sur ce phénomène. Il a tenté de comprendre le mode de fonctionnement de ces hommes ou femmes, si toxiques dans les rapports amoureux.
Est-ce qu'il y a une définition du pervers narcissique? C'est quelqu'un qui, pour briller, a le sentiment qu'il est nécessaire de dévaloriser l'autre. Quand on fait un reproche à quelqu'un, si vous dites à quelqu'un tu es un imbécile, vous présupposez deux choses. Vous présupposez que l'autre est bête, bien sûr, mais que vous êtes tellement intelligent que vous n'avez plus vous en apercevoir. Et vous avez des gens comme ça qui s'imaginent que dévaloriser l'autre, c'est revalorisant pour lui. La problématique que pose le pervers narcissique, c'est toujours une problématique de distance. D'abord, il isole sa victime. Si elle parle de ses amis, donc son conjoint, va dire mais tes amis ne valent rien. Si elle parle de sa famille, il va lui dire je les supporte plus, je veux pas les voir. Et petit à petit, la victime se retrouve complètement isolée, effectivement prise dans une toile d'araignée où elle est sans cesse désignée comme étant la mauvaise personne, la responsable de tous les maux du monde. Et puis ça va s'accompagner de moments aussi délicieux. C'est-à-dire que la personnalité narcissique et perverse va être sans cesse à vouloir séduire sa victime. Et une fois qu'il la sent séduite, à ce moment-là, il lui explique qu'il y a un problème et qu'elle ne va pas bien. Le pervers narcissique va conduire sa victime jusqu'à la dépression, les somatisations, voire la folie, même la mort par suicide. Stéphanie s'est même coupée de son fils aîné, né d'un premier mariage. De l'âge de 4 ans à 18 ans, il a vécu avec sa mère et son ex-compagnon qui était pour lui son beau-père. Aujourd'hui, il a 21 ans et se souvient de cette période où il a vu sa mère sombrer, sans pouvoir réagir. C'était toujours la peur de rentrer à la maison un peu. On savait pas ce qui pouvait se passer, on savait pas dans quel état il serait, comment il serait luné. S'il était de bonne humeur, ça allait. On va pas se mentir, c'était quelqu'un de gentil, un côté de bonne humeur, et rien à dire. C'était le beau-père idéal. Mais quand il est dans sa mauvaise période, c'est plus le même homme, quoi. C'est lui qui faisait ce qu'il voulait d'elle. Si elle sortait jamais, c'était pas pour rien, je commence à comprendre. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué à expliquer quand même. Mais c'est lui qui dirigeait sa vie, quoi. Vous aviez envie de la défendre? Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'essayais de les séparer, je la séparais de lui, j'essayais de lui, bon, je pouvais pas faire grand chose parce qu'il faut voir la masse que c'était, mais j'essayais de la mettre de côté, mais même après, il y a un moment je pouvais plus, quoi. Il y a un moment j'ai explosé et puis j'ai laissé tomber, quoi. Je dis tant pis, hein, ce qui se passera, s'il arrive quelque chose, bon, je pourrais pas m'en vouloir, j'aurais fait ce que j'avais à faire, elle m'a pas écouté, ce sera tant pis pour elle, hein, puis voilà. J'en ai voulu par rapport à ça, quoi. Elle a toujours voulu retarder l'échéance. Et au final, elle a failli passer tout près de la fin, quoi. À l'âge de 18 ans, il est parti faire ses études, loin des tensions du foyer. Mais depuis que Stéphanie a porté plainte contre son ancien compagnon, il s'est rapproché de sa mère et la soutient dans son combat. Non, t'as pas compris. Moi, s'il fait pas de prison, je serais déçu. Je veux pas de sursis, je veux qu'il fasse un truc ferme, moins 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Ça lui ferait les pattes, je pense. Puis sa carrière, elle serait terminée. Et ça, c'est ce qui lui ferait. T'es encore dans la vengeance et un peu dans la colère, dans la haine. Enfin, la colère, je me suis écarté exprès, mais il mérite au moins ça. Bah moi, tu vois, la sanction, je m'en moquais un peu. Hein, comme je toi, oui. On n'a pas vécu la chose pareille. Évidemment, j'ai envie qu'il y ait une sanction, mais j'ai surtout envie qu'il soit condamné, reconnu coupable, quoi. Stéphanie est décidée à se battre pour sa défense. Elle a rendez-vous à Paris avec son avocate. Maître Mélule Frambourg est spécialiste des violences conjugales. Elle a fait partie d'une commission parlementaire à l'origine d'une loi qui a créé le délit de violence psychologique en 2010. Après toutes ces années d'emprise amoureuse, Stéphanie doit trouver la force d'affronter son conjoint. Maître Mélule sait que c'est une démarche difficile pour les victimes. Comme elles ont en face d'elles quelqu'un qui n'éprouve aucune forme de culpabilité et qui font porter la culpabilité sur l'autre, et par la force de cette espèce d'emprise psychologique, la victime finit par porter cette responsabilité, cette culpabilité. Et pour arriver à inverser et à revenir justement à la normalité, il faut du temps. Comprendre que la victime est une victime, que ce qu'elle a vécu pendant tout ce temps-là, c'était intolérable et inacceptable et illégal. Pour continuer à assumer la plainte, il faut du temps. C'est mon combat, mais à côté de ça,
je revis et je réapprends à vivre. Et la vie est belle, donc je sais pas pourquoi je m'en priverais. Hein. Nous avons joint l'ancien compagnon de Stéphanie. Au téléphone, il refuse de témoigner et de répondre aux accusations, d'après lui mensongères, portées par son ex-compagne. Je voulais savoir si vous seriez à même d'en parler. Vous savez, dans ces histoires-là, c'est toujours parole contre parole. Quelle histoire, monsieur? Je ne sais pas ce qu'elle a pu vous dire, mon ex-compagne. Maintenant, ça ne tient qu'à elle. Comme elle a pu vous évoquer ses soucis ou ses allégations qu'elle a mises en place à mon encontre. Ce qui est important dans ce genre d'histoire, c'est d'avoir le témoignage des deux côtés. Ah non, mais je comprends. Mais moi, pour ma part, j'ai vécu 3 années assez difficiles. De se retrouver accusé de choses qu'on n'a pas faites, de se retrouver placé en garde à vue, je peux vous assurer que il y a toute cette souffrance. Donc moi, personnellement, je laisserai la justice évidemment faire, parce que quand il y a des allégations mensongères, forcément, il y a un retour de boomerang qui va se mettre en place. Donc moi, je ne souhaite faire aucun commentaire de ce qu'elle a pu vous dire. Je n'ai pas à faire quelques polémiques que ce soit, tant que l'instruction n'est pas terminée et qu'il n'y a pas un non-lieu de prononcer officiellement et juridiquement. Voilà, tout simplement. Et puis, ma foi, bonne continuation avec mon ex-compagne. Nous avons rendez-vous avec Stéphanie lors du procès prévu en mai 2014. Jusqu'au verdict, l'ancien compagnon de Stéphanie est présumé innocent. En attendant, Stéphanie profite de son voyage à Paris pour rencontrer une femme qu'elle connaît bien, mais qu'elle n'avait jamais vue. Avec Marilyn, 39 ans, elle correspond sur Internet à travers des groupes de parole de femmes qui se disent victimes de pervers narcissiques. Stéphanie et Marilyn ont le même profil, celui de la proie idéale. Elles ont peu confiance en elles et elles ont toutes les deux les mêmes souvenirs. Tu passes 4 heures de repassage. Et lui, il te prend ton linge, il te le jette dans le jardin et il te dit « Vas-y, salope, va ramasser, t'es bonne qu'à ça. » C'est un comportement humain normal. T'es une merde, t'es une sous-merde. Ces mots-là, on les a entendus. Tu sais pas t'habiller, t'es regardé, tu ressembles à rien. À la limite, c'est pardon d'être ton boulet. Je suis vraiment désolée d'être aussi moche et merci de m'accepter comme ça. À la limite, c'est ça, quelque part. Merci de m'accepter comme ça. On a de la chance, finalement. On a de la chance, finalement. Comme Stéphanie, Marilyn a vécu 18 ans avec un homme qu'elle a fini par quitter. Elle aussi était une femme sous emprise. À 22 ans, lors d'un dîner entre amis, elle rencontre son futur mari, un homme fort et protecteur qui la rassure. Elle l'épouse en 1993. Très vite, elle tombe enceinte. Ensemble, ils ont 2 enfants. Aujourd'hui, Marilyn s'est installée dans une petite maison avec Pierre, un informaticien qui travaille à domicile, une relation tout en douceur. Mais ils ne vivent pas tranquilles. Le passé de Marilyn les poursuit. Son ex-mari est toujours présent. 2 fois par mois, Marilyn doit faire face à son ex-conjoint pour lui confier ou récupérer les enfants. Voici les mots que nous avons entendus sur l'interphone lors d'une de ces rencontres en présence de leur fille. Alors celui-là, c'est dans toute sa splendeur. Et devant la gamine, pour lui c'est normal. Et puis mon surnom depuis des années, salope, pute, voilà, je suis la pute qui va donner son derrière à tout le monde, c'est... Voilà. Marilyn dit avoir supporté ces insultes rabaissantes pendant 18 ans. Des mots qui seraient devenus sa réalité quotidienne. Le truc qui a été ancré en moi pendant toutes ces années, c'est tu n'es qu'une sous-merde, sans moi, tu ne serais rien. Finalement, vous l'avez cru? Ouais. Oui, parce que je suis une sous-merde. Donc on essaye de prouver qu'on n'est pas en étant toujours mieux dans le regard de l'autre, en fait. En définitive, c'est quelle chance qu'il m'aime. Il me donne une chance inouïe d'aimer quelqu'un comme moi. Donc il ne faut surtout pas le décevoir. Je pense que j'étais complètement sous emprise psychologique à un point, par exemple, là en regardant les photos sur mon portable, de moi-même, sans qu'il me le demande, je prenais des photos dans les embouteillages
de mon compteur à 0 pour montrer que j'étais bien dans les embouteillages, en me disant, si jamais il part en vrille, il se met à hurler ou à me disputer, j'ai une photo qui va justifier pourquoi je suis en retard. Et puis il y a cette vidéo là que j'ai retrouvée il y a quelques jours qui pour moi est... J'ai l'impression de voir Hitchcock, quoi. Marilyn a enregistré cette vidéo avec son téléphone portable. Elle est au volant de sa voiture devant la sortie de son garage. Elle a décidé de quitter le domicile et son mari veut l'empêcher de partir. Marilyn est tétanisée. Elle verrouille ses portes et commente ce qui lui arrive. Il m'a menacé que quand sa mère arrivait, il allait se jeter sous la voiture pour que ce soit moi qui sois en faute. Donc je filme pour me couvrir que je veux pas faire de mal. Qu'est-ce qui va m'arriver encore, je sais pas. Donc là j'ai de la chance, j'ai la voisine qui sort, moi il peut pas le faire devant elle. L'homme voit qu'il est filmé et cache son visage. Et là j'ai peur, j'essaye d'avancer. Et là il se précipite, il va essayer d'ouvrir la voiture et... Voilà, il attend. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. C'est moi le vainqueur. Elle représente cette main le côté narquois, le côté joueur, le côté méchant. Et là, on voit bien qu'il se moque de moi, quoi. Genre, j'ai encore gagné. C'est pas toi qui vas t'en sortir. La violence n'était pas que psychologique. En 2008, son ex-mari a été condamné pour viol conjugal à 3 mois de prison avec sursis. Nous avons joint cet homme par téléphone. Il refuse d'apparaître dans le reportage, mais veut se justifier. Selon lui, s'il a pu s'emporter, c'est parce que Marilyn l'aurait trompé. Est-ce que vous avez bien un avis sur tout ça quand même? Ah bah bien sûr, j'ai un avis que ça s'est dégradé le jour où j'ai vu des choses sur son portable, quoi. Mon collègue lui a envoyé des mots d'amour, donc après, voilà, j'envoie des messages, peace my love, et dire quoi? Moi, faut pas me trahir, c'est tout. La trahison, pour moi, c'est le pire des choses. Moi, quand on me fait du mal, je réponds. Et si on me fait pas de mal, je réponds pas. Il faut pas vous énerver. Ah ben, faut pas m'énerver, si on me provoque et on me trouve, on me cherche, hein. Parce qu'après, en fait, quand même, il y a eu des plaintes, violence, harcèlement, tout ça. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais pour vous, c'était pas vrai. Ah ben, il y a rien de vrai, quoi. Il y a rien de vrai. Donc les femmes, ils ont tous les droits, hein, aujourd'hui, hein. Vous voyez, vous pouvez coucher avec votre femme ce soir et puis demain, porte plainte contre vous, hein. Vous avez été condamné? Ah, j'ai été condamné pour avec 3 mois de sursis, quoi. Aujourd'hui, Pierre et Marilyn vivent avec ce passé. C'est petit à petit que Pierre a découvert l'enfer que raconte sa nouvelle compagne, non sans questionnement. Bon bah cool. Comment on peut reconstruire sa vie après, en fin de compte, avoir accepté autant de maltraitance? Tu as dit, ce qui fait peur chez toi, c'est que tu es une personne qui a accepté l'inacceptable. Ouais, je rentre dans un sacré bordel, mais le jeu en vaut la chandelle. Difficile de vivre avec une femme blessée. Au quotidien, certains actes anodins sont mal interprétés, comme un simple texto. Et alors ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un peu ambigu, dans le sens où si je lui en envoie, faut pas que ça soit connoté du style tu es où t'arrives à quelle heure, parce qu'elle a l'impression d'être fliquée à nouveau. Quand je reçois un texto, t'es où? Ben je réponds pas. Et d'un autre côté, si jamais elle m'en envoie et que je réponds pas, elle va se poser des questions de savoir si tout va bien. Donc c'est compliqué à gérer. Avec son nouveau compagnon, Marilyn retrouve le goût de la vie, comme un barbecue et une soirée détendue entre amis. Sandy, sa petite sœur, s'est rapprochée d'elle depuis qu'elle a divorcé. Avant, les repas étaient beaucoup plus tendus. Marilyn s'effaçait devant son ex-mari. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus spontané. On se pose pas de questions. Avant, c'était
On n'entendait parler qu'une seule et même personne. Fallait se tenir droite, pas avoir un mot de travers, rien du tout. On est beaucoup plus proches maintenant, depuis la séparation, qu'avant, parce que inconsciemment, j'avais moi-même mis des barrières. Ouais. On rentre dans ce fameux cercle vicieux de l'emprise, quoi. C'est une toile d'araignée. Et après, quand on est encerclé, qu'on est dans cette toile d'araignée, on ne voit plus rien. On n'a pas de recul pour voir. Je ressemblais à quoi avant? Si je dis à rien, à quelqu'un de vide. Quelqu'un de vide, voilà, c'est ça. T'étais vide. Ouais. Et Marilyn, elle a changé? Oui, beaucoup. C'est quoi qui a changé? Elle est elle-même. Elle est ce qu'elle aurait toujours dû être en fait. Juste quelqu'un qui a le droit de vivre et de s'exprimer en fait, tout simplement. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle vit. Bon allez. À la nôtre. Toujours fragile, traumatisée par son ancienne vie de couple, Marilyn parviendra-t-elle à s'engager dans cette nouvelle relation? À demain. À aujourd'hui. À demain. Pour se libérer définitivement de l'emprise dans laquelle elle était, il lui faudra encore de longues années. Adriana, elle, est toujours éperdument amoureuse de Nicolas, son fiancé qui avait été incarcéré pour cambriolage et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, elle s'apprête à vivre le jour qu'elle attend plus que tout depuis 11 mois, la libération de son amoureux. J'ai dormi, mais pas beaucoup, on va dire. Ouais. Pas beaucoup, parce que j'étais tellement pressée, je comptais les heures. Et on compte plus que les minutes, et voilà. À l'approche des retrouvailles, des doutes commencent à l'assaillir. J'ai un peu d'appréhension à la fois parce que j'espère qu'il a changé, enfin je suis sûre qu'il a changé. Mais d'un côté, j'ai peur qu'il y retourne, quoi. Mais après, je vais faire tout pour qu'il soit heureux et qu'il ne retournera pas là-bas, quoi. Et faire tout court. Grâce à son salaire de caissière au supermarché, Adriana a acheté une voiture d'occasion. Trouvé une voiture, un appartement. Depuis des mois, elle se démène pour réserver le meilleur accueil à son homme. Oui, bonjour, je viens chercher mon copain qui est libérable aujourd'hui. Alors faut patienter, madame. Et il sort à quelle heure? À la matinée, mais je peux pas vous dire l'heure exactement. Vous savez où il est? Est-ce qu'il est déjà sorti ou... Il est pas sorti. Et il sort vers quelle heure? Je pense vers 9h. 9h? Ok, d'accord. Merci. Une heure d'attente, après 11 mois où elle n'a vécu que pour ce moment-là. Allez, Doudou, sors! J'en peux plus. J'ai entendu sa voix. C'est bon, il va sortir. J'ai jamais autant stressé de ma vie, je crois. Lève-la. Lève-la, le Doudou. Aïe, aïe, aïe. Ça va, Doudou? Ouais, oui. T'as vu, je t'ai dit quoi? Laisse-moi respirer. On va en ville, là? Pourquoi? Je peux déposer. Pas plus d'effusion que cela. Et c'est Adriana qui porte le sac de Nicolas. T'es où aussi, là? Là-bas. Wow, mais y'avait pas de place, pas porter ton sac, il est trop C'est toi qui as voulu le porter. Hein. C'est toi qui as voulu le porter. Enfin la liberté. Aïe, 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 aïe. Ça fait quoi, là? Ah, ça fait du bien. Hein. Ça fait drôle. Hein. Wow. Ah, ça fait pas 10 ans que je suis en prison, mais quand même. C'est pas 10 mois? Ouais, 10 mois et demi. Ah, mais ça fait quand même... ouais, ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Elle vous attendait. Hein. Ah, je sais, je sais. Oh là là, elle a toujours été là, il n'y a jamais de problème, elle a jamais... Au contraire. Au contraire. Comment? C'est important d'avoir... Bah, quand on est en prison, ouais, c'est important d'avoir une femme qui nous épaule. Enfin, je parle pour moi, hein. Après je sais pas les autres. Et là maintenant, c'est à vous de vous occuper d'elle. Ouais, voilà. Voilà, on va faire comme ça. On va faire à l'inverse. Et ouais.
Purée. Loin de la prison, elle a trouvé un 2 pièces pour lui permettre de se poser dans un nid douillet. C'est elle qui va payer le loyer et presque tout son salaire va y passer. Nous retournons les voir un mois plus tard. On va voilà le sapin. L'appartement est emménagé. Aujourd'hui, Adriana veut installer le sapin de Noël. Y a pas de son. Hein. Puis viens la poussière, hein. T'aurais pu le secouer dehors. Non? T'aurais pu le faire, non? Au lieu de parler, là. C'est une supposition. Bah, c'est une réponse. Ouais. Comment ça se passe depuis que vous êtes installé? Au début, c'était la fête. Au début, c'était la fête, comme il dit. Ça a été la fête pendant au moins une semaine. C'était comme vous aviez imaginé? Bah, non. Moi, j'aurais plus imaginé qu'il serait plus avec moi. Enfin, il est avec moi, là, hein. Mais plus avec moi, sans voyant ses potes, machin. Elle aime pas. Elle voudrait que là, le temps que je travaille pas, elle voudrait que je reste ici, là, elle a rien à faire. Je me regarde pas comme ça, c'est vrai. Nicolas est sorti de prison depuis 1 mois et il n'a pas cherché de travail. C'est Adriana qui assure. Elle travaille la journée, paie les factures et accomplit une grande partie des tâches ménagères. En 1 mois, elle a changé physiquement. Elle a même les traits tirés. Là, je suis fatiguée, ouais, avec le boulot et le ménage et le linge et tout ça à faire à côté, ouais, je suis fatiguée. C'est éprouvant. Mais dans le fond, elle s'en moque. Le plus important pour elle, c'est Nicolas. Adriana est plus que jamais amoureuse, prête à continuer ainsi. Oh bah, de toute façon, je ferai tout le temps tout pour lui. Hein. Elle le sait très bien, de toute façon. Il le sait très bien. J'en ai fait pas mal de sacrifices pour lui. Bah oui. Mais c'est pas fini. Et vous êtes prêt à faire des sacrifices? Bah oui. Quoi, par exemple? Non, mais non, je il sais a pas trop d'exemples. Il n'en a pas. Je sais pas comment dire, moi. Je ferai tout pour elle, tout. Tout et n'importe quoi. Adriana a prévu d'avoir un bébé et de fonder une famille. Prochain arrêt, Épinal. Retour dans l'est de la France. 5 ans après la plainte de Stéphanie, le procès de son ex-compagnon est prévu pour aujourd'hui. Nous retrouvons son avocate, Maître Mellul. Elle prépare sa plaidoirie et s'inquiète de la réaction de Stéphanie à l'audience. J'appréhende la confrontation entre Stéphanie et son agresseur. J'ai un peu peur que ces traumatismes se réveillent. Dès son arrivée à Épinal, Maître Mellul se rend chez Stéphanie qui attend cette audience depuis des années, mais qui la redoute. Stéphanie est très tendue. Et son avocate essaie de lui donner confiance. Bon. Georgie. Ok. Donc, tu es prête à tout raconter? Oui. Encore? Tout. Oui. D'accord. Il faut que tu sois, dans la mesure du possible, très explicite dans tout ce qui t'a fait. Parce que ta parole, elle ne peut pas être mise en cause. Parce que, si tu veux, tu es dans la précision de ce qui t'a fait subir. Il y a des choses que tu ne peux pas inventer. D'accord? Qu'est-ce que vous appréhendez aujourd'hui? Me retrouver en face, oui. Je suis toujours dans le manque de confiance en moi. C'est-à-dire, il sera toujours, lui, cru, et pas moi. Il est très convaincant. Bah, pas suffisamment puisqu'il a été mis en examen, il a été soumis à un contrôle judiciaire strict. Et là, il se retrouve déféré dans le tribunal correctionnel, Stéphanie. Donc il n'a pas été si convaincant que ça. Hein. Vous pensez qu'on va vous croire aujourd'hui? Oui. Oui, je pense qu'on va me croire. C'est juste en moi que je doute, en fait. Oui, c'est juste en moi. Oui, je pense qu'on va me croire, quand même. À l'extérieur, Stéphanie paraît inquiète. Mais aujourd'hui, elle fonce et ne se pose pas de questions pour passer le fameux pont qu'elle redoutait tant.
Leur espoir à toutes les deux, c'est une condamnation, même avec sursis. Que soit reconnue la souffrance de Stéphanie. Elles ont 30 minutes d'avance. 5 ans après la plainte et en avance à l'audience. Enfin. Ça fait long. L'angoisse monte pour Stéphanie. Elle attend le moment où elle doit affronter son ex-compagnon, ce qu'elle évite depuis 5 ans. L'homme apparaît, mais notre caméra lui fait rebrousser chemin. C'est lui qui est arrivé? Pardon? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai aperçu. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Beaucoup de choses, beaucoup de panique et beaucoup de peur. Ouais. Pourtant, c'est lui qui est mis en cause. Ouais, ça c'est incroyable. Le viol n'a pas été retenu par le juge d'instruction. Il est renvoyé devant le tribunal pour violence et menace de mort. Il passe sans un mot, escorté par son avocat. On va rentrer, d'accord? Parce que j'ai vu la présidente, qui est très gentille, et qui te dit de ne pas avoir peur de parler devant elle. Oui. D'accord? Maintenant, il faut qu'on rentre. Oui. Stéphanie va devoir raconter avec précision 17 ans de vie de couple. Le coup de foudre, puis les insultes, les cris, les coups. Avant que l'audience ne commence, l'avocate de Stéphanie demande que le procès ait lieu à huis clos, pour qu'elle témoigne sans gêne. Après 3 heures de débat, le réquisitoire du tribunal est sévère pour son ex-compagnon. Il requiert 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. À la sortie de l'audience, nous voulons avoir la réaction de l'accusé. Mais il a disparu par une porte dérobée. Seul son avocat affronte notre caméra. Maître, bonjour maître. On peut avoir votre réaction par rapport à l'audience? Aucune déclaration, c'était un huis clos. Et votre client a disparu? Non, il est parti, c'est tout. Et le réquisitoire vous satisfait? Non, pas spécialement. Bonne journée, messieurs. L'ex-compagnon de Stéphanie disait avoir confiance en la justice. Stéphanie aussi. Ce soir, c'est elle qui esquisse un sourire. C'était peut-être difficile de se replonger dans des détails, on va dire, assez sordides. Mais j'ai vraiment un gros poids qui est parti là aujourd'hui. C'est vraiment une page qui se tourne. Un livre qui se ferme même. C'est même pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme. Un mois plus tard, le verdict tombe. 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. L'ex-compagnon de Stéphanie a fait appel de cette décision.